Un mari a abandonné sa femme et ses 2 enfants dans un village rural de France, déclarant qu'ils étaient un fardeau. Des années plus tard, il l'a vue à la télévision, devenue une femme d'affaires prospère et récompensée pour avoir sauvé des enfants pendant un hiver rigoureux. Il a pleuré de regret. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Le froid mordant de l'hiver transperçait les murs de la petite maison rurale, tandis que Marie regardait Bernard faire ses valises. Les doigts tremblants, elle tentait de comprendre ce qui se passait, même si au fond d'elle-même, elle avait toujours su que ce jour viendrait. Les signes étaient là depuis des mois. Les rentrées tardives, les conversations évasives, cette façon qu'il avait de ne plus la regarder dans les yeux. « Toi et ces enfants n'êtes rien d'autre qu'un fardeau », cracha-t-il en jetant une maigre poignée d'euros sur la table de la cuisine. « Je mérite mieux que cette vie. » Le bruit, des pièces résonnant sur le bois usé, semblait ponctuer la fin de 15 années de mariage. 15 années de sacrifices, de rêves partagés et d'espoirs qui s'évanouissaient maintenant dans l'air glacial de janvier. Marie restait immobile, les mots coincés dans sa gorge. Dans la chambre voisine, Thomas, 8 ans, et Lucie, 6. 15 dormaient encore, inconscients que leur monde s'effondrait dans la cuisine. Que leur dirait-elle au réveil? Comment expliquer à des enfants que leur père avait choisi de disparaître de leur vie un matin d'hiver, sans même un au revoir? Bernard ferma sa valise d'un geste sec. « J'ai trouvé un appartement à Lyon. J'ai une opportunité là-bas. Avec quelqu'un qui comprend mes ambitions. » Il évita soigneusement son regard pendant qu'il enfilait son manteau. « Je t'enverrai de l'argent quand je pourrai. » « Bernard, » murmura enfin Marie, trouvant sa voix. « Nous sommes à Annecy, loin de tout. Comment vais-je m'occuper des enfants? Comment vais-je payer le loyer? L'école de Thomas et Lucie ?» Il haussa les épaules avec une indifférence qui lui glaça le sang. « Tu trouveras. Tu as toujours été débrouillarde, non ?» Sur ces mots cruels qui flottaient dans l'air glacé, il franchit la porte, abandonnant derrière lui une femme dévastée et 2 petits-enfants dans un village reculé où les opportunités étaient aussi rares que la chaleur en janvier. Ce matin fatidique marqua le début d'un remarquable voyage de 5 ans qui transformerait une femme au cœur brisé en l'une des dirigeantes d'entreprises et philanthropes les plus respectées de France. Laissée avec à peine assez d'argent pour tenir le mois et 2 enfants affamés qui la regardaient avec des yeux effrayés, elle s'effondra sur le sol de la cuisine, s'accordant exactement 1 heure pour pleurer avant de se relever avec une détermination nouvelle. Marie s'assit à la table de la cuisine, les yeux encore rouges, et compta les pièces jetées par Bernard. 157 €. C'était tout ce qu'il estimait que valaient 15 ans de vie commune. 157 € pour nourrir 2 enfants, payer le loyer de la maison, l'électricité, l'eau, et survivre dans ce petit village près d'Annecy jusqu'à ce qu'elle, quoi, exactement. Elle regarda par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber plus fort, recouvrant les montagnes environnantes d'un voile blanc immaculé. Dans d'autres circonstances, elle aurait trouvé ce paysage magnifique. Aujourd'hui, il semblait seulement hostile et impitoyable, à l'image de son avenir. Un bruit de pas léger la tira de ses pensées. Thomas se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux bruns en bataille et ses yeux encore pleins de sommeil. « Maman, où est papa ? J'ai entendu la porte. » Marie prit une profonde inspiration, chassant les dernières larmes qui menacèrent de couler. Elle se leva et s'approcha de son fils, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Papa est parti, mon chéri. Il a dû partir pour son travail. Il reviendra quand ?» La question innocente de Thomas lui transperça le cœur. « Je ne sais pas, mon cœur, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien, je te le promets. » Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Mais que pouvait-elle dire d'autre? Dans la chambre voisine, Lucie commençait à s'agiter. Bientôt, elle aussi demanderait où était son père. Marie sentit la panique monter en elle. Mais elle la repoussa. Elle n'avait pas le luxe de s'effondrer maintenant. Ses enfants avaient besoin d'elle. Elle prépara le petit déjeuner comme si c'était un jour ordinaire, forçant un sourire sur son visage quand Lucie les rejoignit à table. Plus tard, elle pourrait réfléchir à la suite. Pour l'instant, il fallait préserver cette normalité fragile, ce dernier rempart contre la tempête qui menaçait de les engloutir. Après avoir déposé les enfants à l'école, Marie retourna dans la maison silencieuse. Le vide laissé par Bernard semblait occuper chaque recoin.
Elle s'autorisa alors à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait devant les enfants. Elle hurla. Un cri de rage, de désespoir, de trahison qui résonna dans les murs de la petite maison. Puis épuisée, elle s'effondra sur une chaise et fixa le vide pendant ce qui sembla être une éternité. La mère abandonnée fit immédiatement l'inventaire de ses compétences. Ayant grandi en aidant sa grand-mère à créer des couvertures et des vêtements traditionnels en laine savoyarde, elle possédait un talent exceptionnel avec les textiles qui avait été éclipsé par son rôle d'épouse et de mère. Ce soir-là même, elle rassembla des morceaux de tissu trouvés dans la maison et commença à fabriquer de petits objets décoratifs qui mettaient en valeur les motifs traditionnels de l'art populaire alpin. Marie se souvint des longues heures passées auprès de sa grand-mère Élise, dont les doigts agiles transformaient la laine brute en merveille. « La laine raconte notre histoire, Marie », disait-elle souvent. « Chaque point, chaque motif parle de nos montagnes, de nos hivers, de notre résilience. » Avec un sentiment d'urgence, Marie fouilla dans le grenier à la recherche du vieux métier à tisser de sa grand-mère, qu'elle avait conservé par sentimentalité. Bernard avait toujours considéré cet objet comme un vestige inutile du passé, prenant trop de place. « Une relique poussiéreuse », disait-il avec dédain. Aujourd'hui, cette relique pourrait bien être leur salut. Le métier était intact, mais avait besoin d'être nettoyé et réparé par endroits. Marie y consacra toute sa journée, travaillant avec une concentration féroce, qui lui permit momentanément d'oublier sa situation désespérée. En quelques semaines, elle vendait ses objets artisanaux au marché local, gagnant juste assez pour mettre de la nourriture sur la table. Les femmes du voisinage, dont beaucoup étaient elles-mêmes aux prises avec des difficultés financières, commencèrent à remarquer son industriosité. Impressionnés par sa détermination, plusieurs proposèrent de garder ses enfants les jours de marché, créant un réseau de soutien informel qui s'avérerait inestimable. Chaque matin, Marie se levait avant l'aube pour travailler sur son métier à tisser avant que les enfants ne se réveillent. Ses premières créations étaient simples. Des sets de table aux motifs alpins, de petites pochettes décorées, des ornements pour sapins de Noël, même si la saison était passée. Des objets modestes qui trouvèrent néanmoins preneur au marché d'Annecy. « C'est du beau travail », lui dit un jour Jeanne, une femme d'une 60aine d'années, qui tenait le stand voisin au marché. « Ça me rappelle ce que faisaient nos mères et nos grands-mères. On ne voit plus beaucoup ce genre d'artisanat authentique. » Jeanne devint rapidement une alliée précieuse. Un jeudi, alors que Marie s'inquiétait de ne pas pouvoir assister au marché car la garderie de Lucie était fermée, Jeanne proposa spontanément « Amène-la-moi, je la garderai pendant que tu tiens ton stand. » Ce geste de solidarité fut le premier d'une longue série. Bientôt, un petit groupe de femmes du village, souvent des veuves ou des retraitées, formèrent un réseau d'entraide autour de Marie et ses enfants. Quand l'une ne pouvait pas surveiller les petits, une autre prenait le relais. Quand Marie manquait de matériel, quelqu'un avait toujours un reste de laine ou de tissu à lui offrir. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Lorsque Thomas, son fils aîné, tomba gravement malade pendant les mois d'hiver rigoureux, le médecin local refusa de le traiter sans paiement anticipé, une somme qu'elle n'avait tout simplement pas. Désespérée et effrayée, elle approcha le maire du village avec une proposition inhabituelle. Elle confectionnerait 30 couvertures de laine ornées pour le prochain festival du village si celui-ci couvrait les frais médicaux. Touché par son dévouement, il accepta, mais douta, en privé de sa capacité à honorer une commande aussi importante. La pneumonie de Thomas était apparue brutalement. Une toux le soir, une fièvre brûlante au matin, et avant midi, le petit garçon peinait à respirer. Le visage blême, Marie l'avait porté jusqu'au cabinet du docteur Moreau, le seul médecin du village. Il lui faut des antibiotiques immédiatement et probablement des examens plus poussés à l'hôpital d'Annecy, avait déclaré le médecin après avoir ausculté l'enfant. Ce sera 80 € pour la consultation et le traitement initial. L'hôpital vous facturera séparément. Marie avait fouillé dans son porte-monnaie, sachant déjà qu'elle n'avait pas cette somme. Les marchés de la semaine avaient été peu fructueux à cause du mauvais temps, et le loyer venait d'être payé. « Je n'ai que 30 €, avait-elle avoué, la honte lui brûlant les joues. Le regard du médecin s'était durci. « Madame Fournier, je suis désolé, mais je ne peux pas travailler gratuitement. J'ai mes propres factures à payer. »« Je vous paierai, avait-elle supplié. »
Pas aujourd'hui, mais bientôt. Je vous en prie, mon fils est malade. Comme les fils et filles de nombreux patients qui me promettent de payer bientôt et que je ne revois jamais, avait-il répondu sèchement. Revenez quand vous aurez l'argent. Le désespoir avait envahi Marie tandis qu'elle berçait Thomas brûlant de fièvre. En sortant du cabinet, elle avait croisé Claude Bertrand, le maire du village. Il connaissait sa situation. Dans un si petit endroit, le départ de Bernard n'était un secret pour personne. « Madame Fournier, votre garçon va bien ?» avait-il demandé, notant immédiatement l'état de Thomas et l'expression décomposée de Marie. À travers des larmes de frustration, elle lui avait expliqué la situation. Le maire avait froncé les sourcils. « Venez, retournons voir Moreau. Je vais lui parler. » Mais une fois dans le cabinet, même l'intervention du maire n'avait pas suffi à faire plier le médecin. « Les médicaments coûtent de l'argent, monsieur le maire. Je ne peux pas les distribuer gratuitement. » C'est alors que Marie avait eu une idée. « Le festival d'hiver approche, n'est-ce pas ?» avait-elle demandé au maire. « Vous avez besoin de décorations, d'objets à vendre aux touristes. Je pourrais faire 30 couvertures traditionnelles, de vraies couvertures savoyardes comme on n'en voit plus. Elles se vendraient facilement aux visiteurs. » Le maire avait hésité. « 30 couvertures? D'ici le festival? C'est dans 6 semaines, Marie. Je les ferai. Chaque soir, chaque nuit s'il le faut, mais je vous en prie, aidez-moi maintenant. » Travaillant toutes les nuits après que ses enfants se soient endormis, ses doigts couverts d'ampoules et à vif, elle non seulement acheva les 30 couvertures, mais ajouta des embellissements uniques qui reflétaient l'histoire du village. Les participants au festival furent enchantés par ces créations, et les commandes commencèrent à affluer des communautés voisines. Ce succès inattendu lui permit d'acheter une petite machine à coudre d'occasion, augmentant considérablement sa productivité. Le festival d'hiver attirait chaque année des visiteurs de toute la région. Cette année-là, le stand de Marie, modestement installé près de l'entrée de la salle des fêtes, devint rapidement le centre d'attention. Ses couvertures, aux motifs complexes inspirés des paysages montagneux environnants, se distinguaient nettement des objets souvenirs habituels. « C'est extraordinaire », commenta une femme élégante en caressant le tissu doux d'une couverture bleu nuit, parsemée de motifs argentés évoquant des flocons de neige. « On dirait que les montagnes elles-mêmes ont été tissées dans cette laine. C'est exactement ce que je cherchais à faire, » répondit Marie avec un sourire timide. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle ressentait une véritable fierté. À la fin du week-end, toutes ces couvertures avaient trouvé preneur, certains acheteurs venant même de Genève ou de Grenoble. Plus important encore, plusieurs personnes lui avaient passé des commandes spécifiques, garantissant un revenu pour les semaines à venir. Le maire Claude Bertrand, qui avait douté de sa capacité à produire 30 couvertures en 6 semaines, se tenait maintenant devant elle, visiblement impressionné. « Je dois admettre que je n'y croyais pas vraiment, Marie. Mais vous avez fait plus que tenir votre promesse. Ces couvertures, elles parlent de notre région d'une façon que je n'avais plus vue depuis des années. Merci de m'avoir fait confiance, répondit-elle. Sans votre aide, Thomas. » Elle s'interrompit, la gorge nouée par l'émotion. Son fils, maintenant complètement remis de sa pneumonie, jouait avec d'autres enfants près du stand. « J'ai une proposition à vous faire, » continua le maire. La commune possède un petit local près de l'église, autrefois utilisé comme atelier municipal. Il est vide depuis des années. Que diriez-vous de l'utiliser comme atelier? Le loyer serait modeste et vous auriez plus d'espace pour travailler. Marie n'en croyait pas ses oreilles. Un atelier à elle. Un espace où elle pourrait installer correctement son métier à tisser, organiser ses matériaux, peut-être même accueillir des clients pour des commandes personnalisées. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement oui, sourit le maire. Considérez que c'est un investissement pour le village. Votre travail met en valeur notre patrimoine culturel. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour attirer plus de visiteurs. Le soir même, assise à la table de sa cuisine, Marie repensa aux événements de la journée, tout en cousant une bordure délicate sur une nouvelle pièce. Pour la première fois depuis le départ de Bernard, l'avenir ne semblait plus aussi sombre. Une petite flamme d'espoir s'était allumée, fragile mais réelle. Alors que le printemps remplaçait lentement l'hiver, l'atelier de Marie prenait forme. Le bouche-à-oreille fonctionnait à merveille, et ses créations attirèrent désormais des clients de plus en plus loin. Mais ce qui avait commencé comme un moyen désespéré de survie évoluait maintenant vers quelque chose de plus grand. Comme la nouvelle de son talent exceptionnel se répandait,
un représentant d'un office de tourisme régional visita le village. Reconnaissant la valeur culturelle authentique de ces pièces, ils lui offrirent un modeste contrat pour fournir des objets cadeaux aux touristes visitant les sites historiques des villes voisines. Cette opportunité l'incita à recruter 5 autres femmes du village qui avaient besoin de revenus, leur enseignant ces techniques et les payant équitablement pour leur travail. Philippe Roux, le représentant de l'Office du tourisme d'Annecy, n'était pas venu au village par hasard. Il avait entendu parler des couvertures traditionnelles vendues au festival d'hiver et avait lui-même acheté l'une des dernières pièces disponibles. « Nous cherchons à renouveler notre offre de souvenirs », expliqua-t-il à Marie lors de sa visite à l'atelier. « Les touristes en ont assez des porte-clés et des cartes postales. Ils veulent quelque chose d'authentique, qui raconte vraiment l'histoire de notre région. » Il fit le tour de l'atelier, observant avec intérêt les différentes créations en cours. Sur un mur, Marie avait épinglé des croquis et des photos anciennes de motifs traditionnels savoyards. Sur un autre, des échantillons de laine de différentes textures étaient exposés. « Voici ce que je vous propose, » dit-il finalement. « Un contrat pour fournir nos boutiques touristiques en petits objets, des coussins, des écharpes, des napperons, inspirés de ces motifs traditionnels. Rien de trop volumineux pour commencer, des choses que les touristes peuvent facilement emporter avec eux. » L'offre était modeste, mais représentait une stabilité financière que Marie n'avait pas connue depuis le départ de Bernard. Cependant, il y avait un problème évident. « Je ne pourrai jamais produire assez toute seule, » admit-elle. « Alors embauchez, » suggéra Philippe simplement. « Il doit bien y avoir d'autres femmes dans le village qui savent coudre ou qui seraient prêtes à apprendre. » Cette suggestion ouvrit un nouveau chapitre. Marie commença par approcher Jeanne, qui avait été son premier soutien au marché. « J'ai les doigts un peu raides maintenant, » avait répondu la sexagénaire en riant. « Mais je connais encore tous les points que ma mère m'a enseignés, et je connais d'autres femmes qui seraient intéressées. » En l'espace de 2 semaines, Marie avait recruté 4 femmes. Jeanne, bien sûr, mais aussi Sylvie, une jeune mère célibataire. Martine, dont le mari était au chômage depuis la fermeture de l'usine locale, et Elisabeth, récemment retraitée de la Poste, mais cherchant à compléter sa maigre pension. Marie leur enseigna les techniques spécifiques qu'elle avait perfectionnées, adaptant les motifs traditionnels pour créer des objets à la fois authentiques et attrayants pour les touristes modernes. Ce qui avait commencé comme une entreprise solitaire de survie se transformait en un atelier bourdonnant d'activité et de créativité. Ce qui avait commencé comme un moyen désespéré de survie évolua en une coopérative grandissante d'artisanes, rurales. 18 mois après le départ de son mari, elle obtint un petit prêt commercial pour louer un espace de travail dans le centre du village. Le prêtre local, voyant comment son entreprise revitalisait la communauté, donna une propriété, inutilisée de l'église, pour héberger son atelier en expansion. Le père Antoine avait toujours été une figure respectée du village. Quand il vint visiter l'atelier de Marie, désormais trop petit pour les 8 femmes qui y travaillaient régulièrement, il fut impressionné non seulement par la qualité de leur travail, mais aussi par l'atmosphère qui régnait dans ce lieu. « Ce que vous avez créé ici va au-delà de l'artisanat, Marie, » dit-il, après avoir observé les femmes travailler ensemble, partageant des histoires et des rires, tout en manipulant fils et aiguille avec expertise. Vous avez redonné de la dignité à ces femmes, un sens à leur vie. L'ancienne salle paroissiale, inutilisée depuis que la commune avait construit une salle des fêtes plus moderne, était spacieuse et lumineuse, avec de grandes fenêtres donnant sur les montagnes environnantes. « Elle ne sert à personne actuellement, » expliqua le prêtre. « L'Église serait honorée de la mettre à votre disposition. Vous ne paierez que les charges. » Ce nouvel espace permit à la coopérative, qu'elles avaient baptisée « Les Fileuses des Alpes », de s'agrandir encore. Marie put installer plusieurs métiers à tisser, créer un espace dédié à la teinture naturelle des laines et même aménager un petit coin boutique où les clients pouvaient venir voir et acheter directement leurs créations. La journaliste Émilie Renard avait été envoyée par un petit magazine régional pour écrire un article sur les initiatives rurales innovantes. Lorsqu'elle poussa la porte des Fileuses des Alpes, elle ne s'attendait pas à trouver une entreprise aussi bien organisée dans ce petit village reculé. « Comment définiriez-vous votre approche ?» demanda-t-elle à Marie pendant l'interview. Marie réfléchit un moment avant de répondre. « Nous créons des objets qui racontent notre histoire,
l'histoire de ces montagnes, de nos traditions, de nos vies. Mais nous ne regardons pas seulement vers le passé. Nous adaptons ces savoir-faire ancestraux pour leur donner une nouvelle vie, une pertinence contemporaine. L'article qui parut quelques semaines plus tard attira l'attention bien au-delà de la région. Un designer parisien contacta Marie pour une possible collaboration sur une collection de coussins et de plaids inspirés des motifs savoyards. Une boutique de décoration haut de gamme à Lyon passa une commande importante de sets de table et de chemins de table. La réputation de la coopérative pour la qualité et l'authenticité culturelle continua de croître dans toute la France. Cependant, elle fit face à une résistance significative de la part des entreprises textiles établies qui considéraient son opération rurale comme peu sophistiquée et tentèrent de bloquer ses produits des principaux marchés urbains. Quand un hiver particulièrement rigoureux frappa la région, 3 ans après le départ de son mari, les routes menant au village furent bloquées pendant des semaines, menaçant de ruiner l'entreprise, alors que les commandes restaient non satisfaites. Les blocages routiers survinrent au pire moment possible, juste avant les fêtes de fin d'année, période cruciale pour les ventes. Des cartons de commandes s'empilèrent dans l'atelier, sans possibilité d'être livrés. Les prévisions météorologiques n'annonçaient aucune amélioration avant au moins 2 semaines. « Nous allons perdre tous nos clients », se lamenta Sylvie un matin, regardant par la fenêtre la neige qui continuait de tomber implacablement. « Ils ne comprendront pas. » Marie observa son équipe, maintenant composée de 12 femmes, toutes dépendant des revenus générés par la coopérative. Certaines avaient des enfants à nourrir, des loyers à payer. L'échec n'était pas une option. Thomas, appela-t-elle son fils, maintenant âgé de 11 ans, qui faisait ses devoirs dans un coin de l'atelier. « Ton ordinateur portable est connecté à Internet, n'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête, intrigué par le ton urgent de sa mère. « Montre-moi comment créer une de ces pages. Comment appelles-tu ça? Un blog ?» Thomas sourit. « Un réseau social serait mieux, maman. Je peux te montrer comment utiliser Instagram, c'est plus visuel. Parfait pour montrer tes créations. » Plutôt que de se rendre aux circonstances, elle mit à profit la résilience traditionnelle française qu'elle avait insufflée à son équipe. Utilisant les compétences en médias sociaux que sa fille adolescente lui avait enseignées, elle commença à documenter leur lutte contre les éléments hivernaux, partageant des histoires, des artisanes et la signification culturelle de leur travail. Le récit authentique résonna avec des personnes à travers la France et au-delà, créant un intérêt international inattendu pour leurs produits. Cette nouvelle stratégie porta ses fruits de façon inattendue. Les photos de l'atelier niché dans les montagnes enneigées, les vidéos des artisanes travaillant à la lueur des lampes pendant que la tempête faisait rage dehors, les explications détaillées des techniques et motifs traditionnels, tout cela créa une connexion émotionnelle avec les clients potentiels qui dépassaient largement ce qu'une simple transaction commerciale aurait pu accomplir. « Nous avons reçu un message d'un magasin à New York », annonça Lucie, désormais âgée de 9 ans et aussi à l'aise avec la technologie que son frère. « Ils veulent savoir si nous expédions à l'international. » Les commandes en ligne commencèrent à affluer, d'abord de France, puis d'Europe, et bientôt de pays aussi éloignés que le Japon et les États-Unis. Ce qui avait commencé comme une solution désespérée à un problème logistique se transformait en une opportunité de marché global. Quand les routes furent enfin dégagées, Marie contacta tous leurs clients traditionnels, s'excusant pour les retards et offrant des réductions sur les commandes futures. À sa grande surprise, non seulement ils comprenaient, mais beaucoup avaient déjà vu leur présence en ligne et étaient impressionnés par leur résilience et leur créativité face à l'adversité. Alors que le printemps remplaçait l'hiver, les fileuses des Alpes émergeaient plus fortes que jamais. L'intérêt international pour leur travail conduisit à de nouvelles opportunités. Une invitation à participer à un salon d'artisanat prestigieux à Paris, des articles dans des magazines de décoration renommés, et même une visite d'une délégation du ministère de la Culture intéressée par leurs efforts de préservation du patrimoine. Et pourtant, au milieu de ce succès croissant, Marie n'oubliait pas d'où elle venait. Chaque nouvelle artisane rejoignant la coopérative recevait non seulement une formation technique, mais aussi un rappel de la mission plus large. Préserver un patrimoine culturel, tout en créant des opportunités économiques pour les femmes de leur communauté rurale. Les clientes attendaient avec impatience pour entrer dans la boutique ce matin-là.
Depuis l'ouverture d'un véritable espace de vente dans le village, les Fileuses des Alpes étaient devenues une destination en soi pour les touristes visitant la région. Marie observait la scène depuis la porte de l'atelier, un sentiment de fierté mêlée d'incrédulité l'envahissant. Comment sa vie avait-elle pu changer aussi radicalement en seulement 3 ans? Elle se souvint de ce matin glacial où Bernard avait claqué la porte, la laissant seule avec 2 enfants et un avenir incertain. Elle se souvint des nuits passées à pleurer silencieusement dans son lit, terrifiée par les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Elle se souvint de la première couverture qu'elle avait tissée avec des mains tremblantes, incertaine de pouvoir retrouver les gestes enseignés par sa grand-mère. Aujourd'hui, 12 femmes travaillaient régulièrement pour la coopérative et 5 autres venaient à temps partiel. Leurs produits étaient vendus dans des boutiques de luxe à Paris, Lyon et même à l'étranger. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré de survie s'était transformé en une entreprise florissante qui redonnait vie à tout un village. Comme la coopérative s'agrandissait pour inclure 30 femmes des villages environnants, elle mit en place un modèle de partage des bénéfices qui garantissait que chaque artisane profitait de leur succès. Elle établit un centre communautaire de garde d'enfants où les femmes plus âgées du village pouvaient gagner un revenu en s'occupant des enfants pendant que leur mère travaillait. Cette solution innovante répondait à un besoin critique dans la communauté tout en honorant les connaissances des résidents âgés. Le centre de garde d'enfants avait été l'idée de Jeanne, la première alliée de Marie au marché. « Quand j'étais petite, avait-elle expliqué, les grands-mères du village s'occupaient de tous les enfants pendant que les parents travaillaient au champ. Personne n'était payé, c'était simplement ainsi que fonctionnait la communauté. » Marie avait saisi cette idée, mais avec une twist moderne. Les femmes âgées du village, souvent isolées et vivant avec de maigres pensions, pouvaient maintenant gagner un petit revenu tout en transmettant leurs histoires, leurs chansons et leurs traditions aux plus jeunes générations. « C'est plus qu'une garderie », expliquait Marie aux visiteurs. « C'est un pont entre les générations. Nos enfants apprennent l'histoire de notre région directement de ceux qui l'ont vécue, pendant que leurs mères peuvent travailler l'esprit tranquille. Le système fonctionnait à merveille. Les enfants s'épanouissaient sous l'attention bienveillante des grands-mères du village, comme on les appelait affectueusement. Et ces femmes âgées retrouvaient un but, une place centrale dans la communauté qu'elles avaient perdue avec la modernisation. Mais cette croissance rapide apportait aussi de nouveaux défis. La coopérative avait besoin de plus d'espace, de plus d'équipements, d'une meilleure organisation. Marie passait maintenant plus de temps à gérer l'entreprise qu'à créer elle-même, ce qui lui manquait parfois terriblement. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur les comptes, Thomas entra dans son bureau improvisé. « Maman, tu as reçu une lettre », dit-il en lui tendant une enveloppe. « Elle a l'air importante. » Marie ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre à en-tête officielle. Elle dut la relire 3 fois pour être sûre qu'elle comprenait bien. Les Fileuses des Alpes ont été sélectionnées comme finalistes du concours national d'entrepreneuriat rural, murmura-t-elle incrédule. Ils nous invitent à Paris pour présenter notre projet devant un jury. Ce concours prestigieux pourrait changer la donne. Le prix comprenait une somme substantielle. Mais plus important encore, il offrait une visibilité nationale et des connexions avec des investisseurs potentiels. C'était l'opportunité qu'ils attendaient pour faire passer la coopérative à l'étape suivante. Les semaines suivantes furent intenses. Marie prépara sa présentation avec l'aide de toute l'équipe, recueillant des histoires, des photos, des témoignages qui illustraient non seulement leur réussite commerciale, mais aussi l'impact profond que la coopérative avait eu sur la communauté entière. Le jour de la présentation arriva trop vite. Marie n'avait jamais mis les pieds à Paris auparavant, et la capitale l'intimidait avec ses immeubles imposants et son rythme effréné. Dans sa valise, elle avait apporté quelques-unes de leurs plus belles créations, espérant que ces objets tangibles parleraient mieux que ces mots. « Tu es nerveuse ?» lui demanda Claude Bertrand, le maire, qui avait insisté pour l'accompagner en soutien moral. « Terrifiée », admit Marie avec un sourire crispé. « Je vais parler devant des experts, des gens qui ont fait de grandes écoles de commerce, moi qui n'ai même pas mon baccalauréat. »« Tu as quelque chose que beaucoup d'entre eux n'ont pas, » répondit le maire. « Une histoire vraie, née de la nécessité et du courage. Raconte-leur simplement ce que tu as vécu, ce que vous avez toutes accompli ensemble. » 4 ans après avoir été abandonnée,
son entreprise attira l'attention d'un prestigieux concours national d'entrepreneuriat axé sur l'entrepreneuriat rural. Bien que nettement sous-financé par rapport aux autres concurrents, sa présentation sur la transformation de l'artisanat traditionnel en moyen de subsistance durable lui valut non seulement le premier prix, mais aussi des connexions cruciales avec les marchés internationaux. La salle de conférence était remplie de personnalités importantes du monde des affaires. Marie, vêtue d'une simple robe qu'elle avait confectionnée elle-même avec un tissu traditionnel savoyard, sentait les regards curieux la suivre alors qu'elle montait sur scène. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je m'appelle Marie Fournier et il y a 4 ans, j'étais une femme abandonnée avec 2 enfants et 157 € en poche. » Elle prit une profonde inspiration et poursuivit, sa voix se raffermissant à mesure qu'elle racontait son histoire. Elle parla du métier à tisser de sa grand-mère, des premières ventes au marché, de la pneumonie de Thomas qui avait conduit à la commande de 30 couvertures. Elle parla des femmes du village qui s'étaient unies dans un réseau de solidarité, de la transformation progressive d'un acte de survie désespéré en une entreprise florissante qui préservait un patrimoine culturel en voie de disparition. À mesure qu'elle parlait, elle déployait les couvertures, écharpes et napperons qu'elle avait apportés, expliquant la signification des motifs, l'origine des techniques. La salle, d'abord polie mais distante, se réchauffait visiblement. Les membres du jury se penchaient en avant, touchaient les textiles, posaient des questions qui témoignaient d'un intérêt réel. Quand Marie conclut en expliquant leur modèle économique, comment chaque artisane devenait copropriétaire au bout d'1 an, comment les bénéfices étaient partagés équitablement, comment la garderie intergénérationnelle fonctionnait, elle vit des hochements de tête approbateurs. « Ce que nous avons créé n'est pas seulement une entreprise, » conclut-elle. « C'est un modèle de résilience rurale. Nous montrons qu'il est possible de préserver notre patrimoine culturel tout en créant des emplois durables pour des femmes, qui, autrement, seraient forcées de quitter nos villages pour chercher du travail en ville. » Les applaudissements qui suivirent sa présentation furent nourris et sincères. Marie retourna à sa place, les jambes flageolantes mais le cœur léger. Elle avait fait de son mieux. Quoi qu'il arrive maintenant, elle était fière de ce qu'elle avait accompli. Quand le président du jury annonça « Les fileuses des Alpes », comme grand vainqueur du concours, Marie crut d'abord avoir mal entendu. Ce fut Claude qui la poussa doucement vers la scène, un large sourire aux lèvres. « Félicitations, Marie », lui dit le président en lui remettant le trophée et un chèque substantiel. « Votre histoire nous a tous profondément touchés, mais au-delà de l'émotion, nous avons été impressionnés par votre vision, votre modèle économique innovant et l'impact mesurable que vous avez eu sur votre communauté. Vous êtes exactement le type d'entrepreneur rural que la France a besoin de célébrer et de soutenir. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Des journalistes voulaient l'interviewer, des entreprises souhaitaient collaborer, des investisseurs proposaient des partenariats. Le prix avait catapulté les fileuses des Alpes sous les projecteurs nationaux. Mais avec cette célébrité soudaine vinrent aussi des défis inattendus. Des entreprises plus importantes tentèrent de copier leur design sans reconnaître leurs racines culturelles. Des institutions bancaires qui avaient précédemment refusé ses prêts lui offraient maintenant des options de financement prédatrices. Grâce à une négociation prudente et en soulignant le patrimoine authentique de leurs produits, elle défendit avec succès la position unique de la coopérative sur le marché. La soudaine notoriété de la coopérative apporta des défis inattendus. Des entreprises plus importantes tentèrent de copier leur design sans reconnaître leurs racines culturelles. Des institutions bancaires qui avaient précédemment refusé ses prêts lui offraient maintenant des options de financement prédatrices. Grâce à une négociation prudente et en soulignant le patrimoine authentique de leurs produits, elle défendit avec succès la position unique de la coopérative sur le marché. « Madame Fournier, vous pourriez multiplier votre production par 10 en délocalisant en Europe de l'Est », lui suggéra un jour un consultant envoyé par une banque d'investissement. « La main-d'œuvre y est moins chère, et avec votre marque maintenant, reconnue, les profits seraient considérables. » Marie le fixa avec incrédulité. « Vous ne comprenez pas ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nos produits ne sont pas simplement des objets, ce sont des histoires. L'histoire de nos montagnes, de nos traditions, des femmes qui les fabriquent. Délocaliser serait trahir tout ce que nous représentons. » « C'est un sentiment noble, » répondit le consultant avec condescendance, « mais peu pratique d'un point de vue commercial.
Au contraire, répliqua Marie fermement, c'est précisément ce qui nous rend uniques sur le marché. Nos clients paient pour cette authenticité, pour cette connexion avec une tradition vivante. Nous ne vendons pas seulement des produits, nous vendons des valeurs. Cette vision claire de ce que représentaient les fileuses des Alpes les aida à naviguer dans les eaux parfois troubles du succès soudain. Plutôt que de céder aux pressions d'expansion rapide, Marie choisit une croissance organique qui respectait les principes fondateurs de la coopérative. Pendant une tempête hivernale particulièrement brutale, qui laissa de nombreux villages régionaux isolés, elle organisa une intervention d'urgence en utilisant les véhicules de livraison de la coopérative pour transporter des fournitures essentielles aux résidents âgés. Reconnaissant que les enfants étaient particulièrement vulnérables dans ces conditions rigoureuses, elle établit un abri temporaire dans l'atelier où les familles sans chauffage adéquat pouvaient trouver chaleur et repas. L'hiver qui suivit, le concours fut exceptionnellement rude. Des tempêtes de neige successives isolèrent plusieurs villages de montagne, dont certains pendant plus d'une semaine. Marie, qui suivait les informations avec inquiétude, se souvint de sa propre détresse lorsque Thomas était tombé malade et qu'elle n'avait pas les moyens de payer le médecin. « Nous avons 3 camionnettes maintenant, » dit-elle lors d'une réunion d'urgence de la coopérative. « Nous pouvons les utiliser pour aider. » Avec l'aide du maire et des services sociaux, elles dressèrent une liste des personnes les plus vulnérables dans les villages environnants. Personnes âgées, vivant, seules, familles avec de jeunes enfants, malades chroniques ayant besoin de médicaments réguliers. Puis elles organisèrent des équipes de volontaires pour charger les camionnettes de nourriture, de médicaments, de couvertures et de bois de chauffage. « Ce n'est pas sans risque, » avertit Claude Bertrand. « Les routes sont dangereuses. Certaines sont à peine praticables. Nous connaissons ces montagnes mieux que quiconque, » répondit Marie, « et nous avons équipé les camionnettes de chaînes à neige et de matériel d'urgence. » Pendant les 5 jours que dura la tempête, les camionnettes des fileuses des Alpes devinrent une vision familière et bienvenue dans les villages isolés. Les artisanes, courageux, bravèrent le froid et les routes périlleuses pour apporter des provisions et du réconfort aux plus vulnérables. Quand les équipes revinrent avec des récits de familles manquant cruellement de chauffage, Marie prit une décision rapide. Elle fit transformer une partie de l'atelier en refuge temporaire, installant des lits de camp, organisant une cuisine collective et invitant ceux qui n'avaient pas de chauffage adéquat à venir s'y abriter. « Nous pouvons accueillir une vingtaine de personnes, » expliqua-t-elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que de laisser des enfants gelés dans des maisons glaciales. » Le refuge improvisé devint rapidement plus qu'un simple abri. Les femmes plus âgées enseignaient aux enfants des jeux traditionnels, oubliés depuis longtemps. Les artisanes organisèrent des ateliers où tout le monde pouvait apprendre les bases du tissage ou de la couture. Les repas étaient préparés et partagés collectivement, créant une atmosphère chaleureuse malgré les circonstances difficiles. « C'est comme si le village entier était redevenu une seule famille », commenta une résidente âgée en observant les enfants jouer ensemble pendant que les adultes préparaient à le dîner. « C'était comme ça quand j'étais petite, avant que tout le monde ne s'isole derrière des portes fermées et des écrans. » Cet effort humanitaire, entrepris sans fanfare ni publicité, sauva des dizaines de vies pendant la pire tempête de neige des dernières décennies. Ce n'est que lorsqu'une équipe de journalistes nationaux arriva pour couvrir les conséquences de la tempête que son héroïsme tranquille devint de notoriété publique. L'attention médiatique inattendue amena son visage dans les salons de tout le pays, y compris celui de son mari éloigné. Madame Fournier l'interpella un jour un journaliste d'une chaîne nationale qui était venu faire un reportage sur les conséquences de la tempête. « Nous avons entendu parler de ce que vous avez fait ici. Pourriez-vous nous en dire plus ?» Marie, qui supervisait la distribution de couvertures aux familles dont les maisons avaient été endommagées par la neige, haussa les épaules avec embarras. « Nous avons simplement fait ce que n'importe qui qu'aurait fait. Ces montagnes peuvent être impitoyables en hiver. Nous nous entraidons, c'est tout. » Mais le journaliste insista, capturant des images de l'atelier transformé en refuge, interrogeant les personnes qui avaient été secourues, recueillant des témoignages sur le courage des femmes qui avaient bravé la tempête pour apporter de l'aide. Le reportage qui passa au journal télévisé national ce soir-là dépeignait Marie et les fileuses des Alpes, non pas simplement comme une entreprise prospère, mais comme le cœur battant d'une communauté résiliente.
Dans un petit appartement d'une banlieue lyonnaise, Bernard regardait le journal télévisé d'un air distrait quand le visage de Marie apparut soudain à l'écran. Il se figea, la télécommande suspendue en l'air. « Marie » murmura-t-il incrédule. La femme à l'écran ressemblait à son ex-femme, mais semblait en même temps être quelqu'un d'autre entièrement. Cette Marie-là se tenait droite, parlait, avec assurance, dirigeait une équipe de bénévoles avec une autorité tranquille. Ses yeux brillaient d'une détermination qu'il ne lui avait jamais connue, ou peut-être qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Le reportage parlait d'une coopérative textile, d'entrepreneuriat rural, d'un prix national. Bernard avait du mal à assimiler toutes ces informations. La Marie qu'il avait quittée était une femme effacée, dépendante, sans ambition particulière. Du moins, c'est ainsi qu'il l'avait toujours perçue. Une véritable success story. Rurale, concluait le journaliste. Marie Fournier et les Fileuses des Alpes nous rappellent que le véritable esprit d'entreprise français peut fleurir même dans les endroits les plus reculés, enraciné dans nos traditions, mais résolument tourné vers l'avenir. Bernard éteignit la télévision et resta assis dans l'obscurité pendant un long moment. Le regard de Marie, ce mélange de force et de compassion, semblait gravé dans son esprit. Pour la première fois depuis qu'il avait claqué la porte de leur maison 5 ans plus tôt, il se demanda s'il n'avait pas commis une terrible erreur. À ce stade, l'entreprise s'était développée pour devenir une marque nationalement reconnue qui célébrait le patrimoine culturel français tout en fournissant des revenus durables à plus de 50 familles rurales. La communauté qui avait autrefois survécu à peine prospérait maintenant avec un but renouvelé, attirant de jeunes familles dans un village qui mourait lentement d'émigration. Le village qui avait semblé condamné à un lent déclin connaissait maintenant une renaissance inattendue. De nouvelles familles s'y installaient, attirées par les emplois créés par la coopérative et son écosystème. Un jeune boulanger avait repris la boulangerie abandonnée. L'école, qui avait failli fermer faute d'élèves suffisants, accueillait maintenant suffisamment d'enfants pour justifier une 2e classe. Je n'aurais jamais cru voir le village reprendre vie ainsi, confia le maire à Marie lors de l'inauguration d'une nouvelle boutique sur la place principale. Quand l'usine a fermé il y a 10 ans, nous pensions tous que c'était le début de la fin. Ce n'est pas mon œuvre seule, répondit Marie avec humilité. C'est l'œuvre de toutes ces femmes qui ont cru en notre vision, et de tous ceux qui nous ont soutenus comme vous. Dans les semaines qui suivirent, ce fut au tour de Marie de recevoir une lettre inattendue. L'enveloppe portait un cachet de Lyon, et l'écriture sur l'adresse lui était douloureusement familière. « Bernard » murmura-t-elle, sentant son cœur battre plus fort malgré elle. La lettre était brève mais sincère. Bernard avait vu le reportage télévisé sur les Fileuses des Alpes. Il exprimait sa fierté pour ce qu'elle avait accompli, son regret pour la façon dont il l'avait traitée, son désir de renouer contact avec elle et les enfants. « Je comprends si tu ne veux pas me revoir, » concluait-il. « Mais sache que je suis profondément désolé pour la douleur que j'ai causée. » Marie replia la lettre et la rangea dans un tiroir. Une partie d'elle voulait la déchirer, effacer ce rappel d'une période douloureuse de sa vie. Une autre partie était curieuse, pas tant de revoir Bernard que de lui montrer la femme qu'elle était devenue sans lui. Après une longue réflexion, elle lui répondit par une lettre courte mais cordiale, lui donnant des nouvelles des enfants et l'invitant à prendre contact directement avec eux s'il le souhaitait. « Quant à moi, » écrivit-elle, « ma vie a pris une direction que je n'aurais jamais imaginée. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Bernard, non pas pour toi mais pour moi-même. J'espère que tu as trouvé la paix et le bonheur que tu cherchais. » En acceptant un prestigieux prix national pour ses efforts humanitaires pendant la crise hivernale, elle partagea la scène avec des responsables gouvernementaux et des dirigeants d'entreprises, bien loin de la femme désespérée qui pleurait. Sur le sol de sa cuisine 5 ans plus tôt, sa grâce et son humilité lors de la cérémonie télévisée captivèrent le cœur de la nation alors qu'elle dédiait le prix à ses enfants et aux femmes de sa coopérative. La cérémonie de remise des prix se déroulait dans un grand hôtel parisien, un monde éloigné du petit village de montagne où tout avait commencé. Marie, vêtue d'une robe élégante qu'elle avait conçue et réalisée elle-même, intégrant subtilement des motifs traditionnels savoyards dans un design contemporain, se sentait à la fois déplacée et parfaitement à sa place parmi les personnalités éminentes qui remplissaient la salle. Quand on appela son nom pour monter sur scène et recevoir le prix national de l'innovation sociale,
Elle sentit une vague d'émotion la submerger. Le chemin parcouru depuis ce matin de janvier où Bernard l'avait abandonné semblait à la fois infiniment long et étonnamment court. « Ce prix n'est pas pour moi seul », dit-elle face à l'assemblée et aux caméras qui retransmettaient l'événement en direct. « Il appartient à chaque femme des fileuses des Alpes, qui a tissé non seulement des couvertures et des vêtements, mais aussi un nouveau tissu social pour notre communauté. » Elle parla avec passion de la résilience des communautés rurales, de l'importance de préserver les savoir-faire traditionnels, tout en les adaptant au monde moderne, du potentiel inexploité des femmes dans l'entrepreneuriat rural. Je dédie ce prix à mes enfants, Thomas et Lucie, qui ont été ma force et mon inspiration à chaque étape de ce voyage, et à toutes ces femmes de nos montagnes qui ont transformé des défis en opportunités, tissant ensemble un avenir meilleur pour nos villages. Les applaudissements qui suivirent étaient assourdissants. Dans la salle, plusieurs dirigeants d'entreprises et responsables gouvernementaux prenaient frénétiquement des notes. L'idée que l'entrepreneuriat rural, dirigé par des femmes et enraciné dans le patrimoine culturel, puisse être une solution viable au déclin des zones rurales, suscitait un intérêt nouveau. À son insu, Bernard regardait la cérémonie depuis son petit appartement à Lyon, les larmes coulant librement sur son visage alors qu'il contemplait la femme remarquable qu'elle était devenue. La dirigeante d'entreprise confiante, acceptant, des éloges ressemblaient peu à l'épouse dépendante qui l'avait abandonnée. Ces tentatives ultérieures de renouer le contact par lettres furent accueillies par des réponses aimables mais fermes, indiquant clairement que, bien qu'elle lui ait pardonné, sa vie avait avancé sans lui. Bernard avait espéré... Quoi, exactement? Que Marie l'accueillerait à bras ouverts, qu'elle aurait besoin de lui maintenant qu'elle avait réussi. Il réalisait à quel point ses pensées étaient égoïstes. La vérité, visible dans chaque image d'elle à l'écran, dans chaque mot de ses lettres polies mais distantes, était que Marie n'avait plus besoin de lui. Elle avait construit une vie extraordinaire sur les cendres de celle qui l'avait détruite. Dans l'une de ses lettres, elle avait écrit « Les enfants sont prêts à te rencontrer si tu le souhaites. Ils ont des questions, bien sûr, mais ils ne sont pas en colère. Je ne leur ai jamais appris à te haïr, seulement à comprendre que parfois, les adultes font des choix difficiles pour des raisons qui leur sont propres. » Cette générosité d'esprit l'avait frappé en plein cœur. Il ne méritait pas une telle clémence. À l'approche du 5e anniversaire de son départ, elle rassembla les membres de la coopérative pour annoncer son plan le plus ambitieux à ce jour: établir une académie de formation pour préserver les arts textiles traditionnels français, tout en enseignant des compétences commerciales aux femmes de milieux défavorisés. L'initiative assurerait que le patrimoine culturel reste vivant tout en créant des voies vers l'indépendance pour les futures générations de femmes. Marie avait invité tous les membres de la coopérative, ainsi que les responsables locaux et quelques partenaires commerciaux, à une réunion spéciale à l'atelier. L'excitation était palpable dans l'air, tandis que tous attendaient de découvrir l'annonce mystérieuse qu'elle avait promise. Comme vous le savez tous, commença-t-elle, les fileuses des Alpes fêteront bientôt leur 5e anniversaire. 5 années qui ont transformé nos vies et notre village d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Elle fit une pause, regardant les visages familiers qui l'entouraient. Ces femmes n'étaient plus de simples collègues, elles étaient devenues une famille. Aujourd'hui, nous sommes économiquement solides. Nos produits sont reconnus internationalement pour leur qualité et leur authenticité. Mais je crois qu'il est temps pour nous de regarder au-delà de notre propre succès. Il est temps de penser à l'avenir, non seulement de notre entreprise, mais de notre patrimoine culturel et de notre communauté rurale. Elle dévoila alors son projet, la création d'une académie des savoir-faire textiles traditionnels, un lieu où les anciens transmettraient leurs connaissances aux plus jeunes, où des femmes de tous horizons pourraient apprendre non seulement l'artisanat, mais aussi les compétences entrepreneuriales nécessaires pour créer leurs propres entreprises. Nous avons reçu tellement de soutien et d'opportunités, poursuivit Marie. Il est de notre responsabilité de tendre la main à notre tour. Chaque année, l'Académie accueillera 20 femmes de milieux défavorisés, des zones rurales isolées, des banlieues difficiles, des situations de réinsertion après des périodes difficiles. Elles passeront une année avec nous, apprenant toutes les facettes de notre métier et de notre modèle d'entreprise. Le silence qui suivit sa présentation fut rapidement rompu par une vague d'enthousiasme. Les membres de la coopérative proposaient déjà des améliorations, des idées supplémentaires,
des offres de mentorat. Ce n'est pas un simple projet commercial, conclut Marie, c'est notre legs, une façon de nous assurer que ce que nous avons construit ensemble vivra bien au-delà de nous, changeant des vies comme nos vies ont été changées. Le voyage de l'épouse abandonnée à l'entrepreneur célébré avait transformé non seulement sa vie mais une communauté entière. Grâce à la résilience, la créativité et une détermination inébranlable, elle avait converti une tragédie personnelle en triomphe, prouvant que parfois, le plus grand cadeau peut être l'opportunité de découvrir sa propre force. Thomas, maintenant un jeune adolescent de 13 ans, s'approcha de sa mère après la présentation. « Tu sais, maman, je me souviens encore du jour où papa est parti. Je pensais que notre monde s'écroulait. » Marie passa un bras autour des épaules de son fils, surprise de constater qu'il la dépassait maintenant en taille. « C'était le cas d'une certaine façon, » répondit-elle doucement. « Mais tu as reconstruit quelque chose de bien meilleur à la place, » dit Thomas avec une sagesse au-delà de ses années. « Tu nous as montré, à Lucie et moi, que tomber n'est pas grave tant qu'on se relève plus fort. » Marie embrassa son fils, sur le front, émue par sa perspicacité. « Nous nous sommes relevés ensemble, mon chéri, tous ensemble. » Alors que le soleil se couchait sur le petit village des Alpes, dorant les sommets enneigés à l'horizon, Marie regarda autour d'elle ce qu'elle avait contribué à bâtir. L'atelier bourdonnant d'activité, la garderie remplie de rires d'enfants, les maisons du village autrefois menacées d'abandon, maintenant pleines de vie nouvelle. Ce que Bernard avait perçu comme un fardeau s'était révélé être un trésor, inestimable. Et ce qui avait commencé comme le jour le plus sombre de sa vie était devenu l'aube d'une aventure extraordinaire. Marie sourit, sachant que le meilleur était encore à venir. « Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne. »